Nouveaux Chemins démontre tous les jours que la vérité n'est pas indépendante de celui qui l'énonce, en compagnie de Marianne Chassor, Alexiane Braun, Jules Salomon et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture des textes de Kierkegaard cette semaine Sébastien Pouderoux, à la réalisation de pensées bien vivantes Somani Na, avec aujourd'hui à la prise de son réjouissante Jean-Louis Deloncle. 10h50, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez François Nudelman pour le journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera Lee Edelman. Il viendra vous parler de son livre « L'impossible homosexuel, 8 essais de théorie queer » publié chez Eppel. Dernier temps de notre semaine danoise, séductrice et chevaleresque en compagnie de la pensée de Søren Kierkegaard. Après Vincent Delecroix, Philippe Chevalier et Flemming Fleinert Jensen, c'est-à-dire après le stade esthétique, la sphère éthique et le chevalier de la foi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacques Message, professeur de philosophie en classe préparatoire à Amiens, qui vient vous présenter le post-scriptum aux miettes philosophiques qui, contre Hegel, fait de la subjectivité le lieu de la vérité. L'esprit existant qui se pose la question de la vérité est conscient d'être un homme particulier et existant. Qu'un philosophe allemand suive son penchant à prendre des airs et se change en quelque chose de supra-raisonnable, tout comme les sorciers s'attifent de façon fantastique, pour ensuite donner une réponse on ne peut plus satisfaisante à la question de la vérité, cela ne me regarde pas. Pas plus d'ailleurs que sa réponse satisfaisante, qui est certainement tout ce qu'il y a de plus satisfaisant quand on est déguisé de façon fantastique. Mais cette vérité, il ne l'a jamais mise à l'épreuve de l'existence. Tout comme ce commis d'octroi écrivait sur ses livres ce qu'il ne pouvait lui-même pas lire, avec cette idée que l'écriture seule était son affaire, de même il y a des têtes spéculatives qui ne font qu'écrire, et écrire des choses qui, si elles doivent être lues par l'action, se révèlent comme des non-sens, à moins qu'elles ne soient destinées à des êtres irréels. Toute cette philosophie de l'existence dépend de Kierkegaard. Et bien, toute la pensée de Kierkegaard dépend de certains événements privés de Kierkegaard, c'est-à-dire d'une certaine conversation qu'il a eue tel jour avec son père, de la rupture de ses fiançailles, et c'est autour de tout cela qu'il a construit cette philosophie, et on peut dire qu'il y a une origine privée de toute cette philosophie de l'existence, de même que Kierkegaard disait que Job, par opposition à tous les professeurs de philosophie, est essentiellement un penseur privé, c'est-à-dire pensant à sa propre vie particulière. Bonjour Jacques Message. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Merci. On vient d'entendre la voix de Jean Wahl qui commente la philosophie de Kierkegaard à partir de sa biographie, juste après la lecture d'un court texte, extrait du post-scriptum aux miettes philosophiques dont on parle aujourd'hui, qui montre l'importance de l'existence et de la mise à l'épreuve de la pensée par l'existence. C'est l'enjeu du post-scriptum aux miettes philosophiques de montrer que toute pensée, et a fortiori toute vérité, doit s'incarner, partir de l'existence et non pas partir de l'abstraction. C'est-à-dire qu'elle est incarnée. C'est pas une détermination volontaire que de s'incarner, c'est que c'est une situation. Alors on peut peut-être relier les deux préambules, le texte que vous avez lu contre le professeur allemand et puis l'archive. Alors c'est très agréable d'entendre Jean Wahl qui a fondé des études kierkegaardiennes en France avant la guerre. Mais Jean Wahl fait d'une certaine manière tire un Kierkegaard particulier, c'est le cas de le dire, puisqu'il le dit privé. Il le lit comme on le lisait alors, parce qu'on était sans doute pénétré d'informations récentes sur le caractère très original et très particulier, un peu tragique de l'existence même de Søren Kierkegaard, l'auteur. Alors c'est les années 1950, je le précise, lorsque Jean Wahl l'archive, s'exprime. Oui, très bien, mais les études philosophiques, c'est 38. Les études kierkegaardiennes, c'est 38. Et en fait, dans le post-scriptum, bien entendu, l'expérience privée de Kierkegaard est, comme souvent chez un grand écrivain, mobilisée, elle est à l'horizon, mais elle n'est pas seulement l'expérience privée, elle est l'expérience soumise aux critères de l'examen et par conséquent offerte à un lecteur qui peut se l'approprier, si bien que peu à peu, quand on s'enfonce dans l'œuvre, que ce soit le post-scriptum définitif et non scientifique, aux miettes philosophiques, titre qu'on va peut-être expliquer tout à l'heure, ou d'autres œuvres, on s'aperçoit que ce que dit Jean Wahl, à savoir l'expérience privée comme étant le centre, est un peu discutable, parce que l'expérience privée
est en fait quelque chose qui colore, sans doute, qui donne du concret, qui nourrit le texte, mais qui est susceptible d'être partagé. Par conséquent, derrière le privé, il y a le commun, et le commun, c'est que tout homme, n'importe quel homme, quelque homme que ce soit, a été père, ou sera père, sera amoureux, sera en dette, sera fatigué, sera désireux d'un spectacle, voudra fumer une pipe, etc., etc. Si bien que le caractère privé s'efface un peu. Et alors maintenant, il me semble. Et maintenant, le texte sur le professeur allemand. Alors là, il faut faire un petit peu mesure de prudence, dans la mesure où le thème, c'est le professeur allemand. Alors on pensera spontanément à un hegelien, à tort peut-être. Le professeur allemand, imbu du système, d'une maîtrise parfaite de la philosophie académique, peut penser, peut spéculer, dit Kierkegaard, sans prendre jamais en compte la petite retenue mentale qui pourtant permettrait à sa pensée d'avoir du sens, à savoir que nous ne pensons pas abstraitement pour les nuées, mais nous pensons ni pour les canards sauvages, mais nous pensons pour nous qui sommes des hommes et qui n'avons qu'une seule tâche sur la terre, c'est d'être pleinement des hommes. Et par conséquent, il se moque de ce spéculatif, si je puis dire. Et c'est là que la prudence est de mise, parce qu'il est bien connu maintenant que d'abord, on voit là la verve, je suis content que vous ayez commencé par ce texte, la verve dont on ne parle pas beaucoup, la verve comique de Kierkegaard. Le comique est une catégorie philosophique chez lui, et il la met en application. Et d'autre part, on peut s'apercevoir que cet oubli du professeur allemand est en fait simplement une distraction, quelque chose qui est une espèce de confiance dans l'autonomie du langage. Il ne pense pas à rapporter ce qu'il dit à lui-même. Il suffirait de pas grand-chose. Et à vrai dire, c'est une critique qui est plutôt faite aux professeurs, aux pasteurs, aux orateurs, qu'à Hegel lui-même. Parce que dans le post-scriptum, dans la première partie, il ne faut jamais l'oublier, lorsqu'il va mettre en place les éléments de la problématique de la vérité comme, disons, subjective, contre la vérité objective du système, il prend la peine de faire un petit liminaire qui est extraordinairement sincère, ça ne pose, je pense, pas de difficulté que de dire qu'il est sincère, relativement à la spéculation, rappelant que les Grecs, il est lecteur des Grecs, Aristote, ont appris aux hommes que le plus grand bonheur dont soit capable un philosophe qui travaille sérieusement, c'est de comprendre, et de comprendre selon les principes. Et par conséquent, si Kierkegaard critique la spéculation, on verra pourquoi, il faut tout d'abord lui reconnaître une dignité. Post-scriptum aux miettes philosophiques, c'est le texte dont on parle aujourd'hui qui fait près de 600 pages, qui est un ouvrage immense, et pourtant les miettes philosophiques elles-mêmes ne font que 50 pages. Comment expliquer un tel besoin de se justifier ou de développer un texte à la base si court dans des pages qui sont longues, parfois compliquées, souvent éclairantes, mais qui s'attellent à un sujet extrêmement difficile? Alors c'est une question à laquelle on peut évidemment prêter beaucoup d'attention, qui est une question à plusieurs plans, sur plusieurs niveaux. D'abord le titre, en effet, post-scriptum, disons tout simplement que ça désigne une pratique épistolaire, où ça rappelle quelque chose comme un ajout à une correspondance. Dans l'alternative dont vous parliez, je crois, hier, on a des parties entières, des chapitres entiers qui sont comme des lettres. Et par conséquent, là, on a cet écho de la dimension de communication épistolaire. Alors, le terme de la communication est essentiel. C'est un peu comme si Kierkegaard, s'apercevant qu'il a adressé un petit opuscule aux Danois de son temps, mais peut-être au-delà d'eux, les miettes philosophiques en 1844, il peut compléter son propos. Alors il le complète d'une manière amusante, parce que vous le dites en effet, le post-scriptum est gigantesque. Et évidemment, c'est pas l'habitude d'un post-scriptum d'être plus long que la lettre. Il faut alors rappeler qu'il a déjà écrit un post-scriptum, qu'il n'a pas publié, à l'Alternative, qui est un tout petit texte de 2 pages, qui est dans les œuvres complètes des éditions de Laurent, et qui est évidemment un signe que déjà il pensait poursuivre en quelque sorte une stratégie de développement de ses réflexions avec des ramifications complexes de pseudonymes, mais pour certains d'entre eux des cohérences. La Climacus est le même auteur, l'auteur pseudonyme, que celui des miettes philosophiques, de même que la page de garde des 2 volumes, celui des miettes et celui du post-scriptum, donne comme une espèce de petite trahison ou indication, voilà, pour les âmes bien vigilantes, édité par Søren Kierkegaard. Alors il faut peut-être prendre le temps, un tout petit peu d'attention au titre complet. Le titre complet, qui est très long,
qui n'est pas sans être peut-être un peu provocateur ou ironique, par sa longueur même, c'est post-scriptum, définitif et non scientifique aux miettes philosophiques. Et le sous-titre, je le lis en français bien sûr, récapitulation mimique, pathétique et dialectique, plaidoyer existentiel. Alors un pareil titre peut donner envie de fuir, enfin il est original. Ou certes, de rire d'ailleurs, ou de parce rire. que l'humour est présent dès le titre ici. Ou de rire, oui c'est ça. Alors voilà. Alors disons 2 mots sur les adjectifs employés. Non scientifique, ça ne doit pas, pour un philosophe, ça apparaît clairement, mais ça n'apparaît pas nécessairement systématiquement, apparaître comme signifiant le refus de toute objectivité intellectuelle, de toute connaissance objective. Non scientifique ne veut pas dire opposé à la science positive, veut dire opposé à une conception de la philosophie comme science. Autrement dit, à la conception de la philosophie comme exposée systématique en paragraphes, c'est-à-dire un certain hegelianisme. C'est en ce sens que la discussion évidemment sur les relations entre la philosophie et la métaphysique et la science première sont anciennes, et Kierkegaard se tient comme à l'écart sur un petit promontoire séparé de cette tradition de la philosophie comme science pour dire « je suis un philosophe, mais qui s'inscrit dans les marges de la philosophie comme science ». Et si on veut aller un peu plus loin dans ce sens-là, on peut s'apercevoir qu'en lisant le post-scriptum, en le parcourant librement, d'abord, première chose, c'est une expérience extraordinairement agréable. Il faut le souligner parce que le titre un peu barbare, enfin fait comme un écran, et l'expérience de lecteur est contraire à cette première impression. Il est agréable, il est, comment dirais-je, surprenant. Pourquoi il est surprenant ? Parce que cela a déjà été un petit peu suggéré de l'œuvre de Kierkegaard ces dernières émissions. Les thèmes importants que cette philosophie interroge sont entrelacés. On y rencontre une interrogation sur toutes les questions qui peuvent se poser relativement à la philosophie de Kierkegaard, la connaissance, la limite de la connaissance, le bien, l'amour, la mort et tant d'autres. Mais ces thèmes ne sont pas présentés d'une manière académique. Ils sont en permanence réintégrés à un mouvement général de la pensée qui les rencontre, les perd, les retrouve, tout en les faisant l'un après l'autre avancer. Et donc, l'intérêt je crois, de ce titre, le post-scriptum, c'est de le prendre en effet comme ironique et de s'apercevoir que c'est un sommet de l'œuvre en réalité. Il y en a plusieurs sommets de l'œuvre. On peut dire qu'il y a l'alternative, qu'il y a le post-scriptum et qu'il y a la maladie à la mort. 3 grandes œuvres qui sont d'ailleurs les plus connues des œuvres de Kierkegaard. Celle-ci, elle marque une césure. Il va y avoir après le post-scriptum et avant. On est pratiquement au milieu de la carrière de Kierkegaard. C'est un livre qui est extraordinairement structuré. Si on s'arrête, je suis peut-être un peu trop long, mais si on s'arrête sur le sommaire de ce livre, on s'aperçoit qu'il est très particulier puisqu'il est formé à partir de divisions qui sont des divisions en 2 parties chaque fois avec des petites surprises. Par exemple, le livre est en 2 parties, mais la première partie fait 30 pages sur 426. Donc la seconde partie, vous faites la soustraction. Et il y a une deuxième partie qui elle-même est divisée en 2 sections. Mais cette section est même divisée en 4 chapitres. Et le dernier chapitre est divisé en 2 parties, qui vont se diviser à leur tour en 2 parties, si bien qu'on peut se perdre. Alors évidemment, ce système cette construction est faite pour porter l'accent sur le caractère atypique d'une véritable réflexion philosophique. Qui pourtant ne fait pas l'économie de l'énoncé clair d'une thèse que je vous propose d'écouter tout de suite, interprétée par le comédien Sébastien Pouderoux. La subjectivité, l'intériorité est la vérité. Telle est ma thèse. Je m'efforce de montrer comment, selon moi, les auteurs pseudonymes s'acheminent à cette thèse qui, à son maximum, est le christianisme. L'hellénisme, entre autres, a suffisamment établi que l'on peut également exister avec intériorité en dehors du christianisme. Mais de nos jours, il semble vraiment que l'on soit venu à ce point que, tous étant chrétiens et instruits du christianisme, il est déjà rare de rencontrer un homme qui a simplement autant d'intériorité qu'un philosophe païen. Dès lors, comment s'étonner qu'on vienne si vite à bout du christianisme quand on commence par se mettre dans un état où il ne saurait absolument pas être question d'en recevoir la moindre expression. On devient objectif, toujours objectif, et le plus tôt est le mieux. Quant à être subjectif, on s'en moque. On méprise la catégorie de l'individualité, on se console par celle de l'humanité.
mais l'on ne voit pas de quelle lâcheté et de quel désespoir témoigne le sujet qui aspire à je ne sais quel brillant avenir et n'arrive absolument à rien. On est chrétien sans plus. Exister subjectivement avec passion, et objectivement l'on ne peut exister que dans la distraction. C'est la condition absolue d'une opinion sur le christianisme. Tout homme qui ne le veut pas et qui entend néanmoins s'occuper du christianisme, quel qu'il soit, et si grand soit-il, n'est proprement en cette question qu'un bouffon. Je suis tout ce qui est, tout ce qui a été, tout ce qui sera. Les Égyptiens qui gravèrent ces mots sur le fronton de leur temple croyaient qu'il n'y a qu'un effet dont on puisse demander quelle est sa cause. Or, l'univers ne se présentait à ces païens que sous l'aspect d'une cause très puissante. Dira-t-on encore que notre siècle manque de grands religieux? La cause première de toute chose doit être nécessaire, absolue, parfaite. Donc, il ne peut y avoir deux êtres infiniment parfaits, car deux ne ferait pas plus qu'un. L'être parfait ne peut être divisé. Celui qui est par lui-même ne peut changer. Or, le temps est la mesure du changement. L'infiniment parfait ne change pas. Unité, immutabilité, éternité, c'est lui, c'est Dieu, cause insouïe, sa propre cause. Bravo Villecourt, c'est lumineux. Bravo, bravo. Bravo, ce n'est rien. J'ai démontré ce soir l'existence de Dieu. Mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à Sa Majesté. Ceux qui comprennent le christianisme de manière objective sont, comme le dit Kierkegaard, des bouffons. Voici la preuve avec cet extrait de Ridicule, le film de Patrice Lecomte, où donc le personnage démontre avec brio l'existence de Dieu, puis ensuite affirme qu'il aurait pu tout aussi bien démontrer l'inverse. C'est une bonne illustration de l'absurdité dans laquelle peut tomber le raisonnement et la vérité lorsque celle-ci n'est pas d'emblée incarnée. C'est-à-dire que le but n'est pas tant de replacer la subjectivité au centre du problème de la vérité, mais surtout de refondre le concept même de vérité en le comprenant à partir de l'existence. Jacques Message. Oui, c'est peut-être pas tant la question de l'incarnation d'ailleurs, parce que ça, l'incarnation, c'est une notion évidemment importante, mais qui n'est pas mobilisée immédiatement, mais on n'en est pas loin, la relation entre le temporel et l'éternel. Alors, il est certain que, d'abord, vous avez un choix d'illustration sonore qui est particulièrement heureux, que cet extrait de Ridicule peut parler, mais de deux manières. La première chose, c'est qu'avant que le personnage déclare qu'il pourrait tout aussi bien démontrer l'inverse, ce qui montre en effet son désintérêt et simplement sa fonction théorique, son goût pour les jeux de mots et d'idées, mais l'absence complète d'enjeux. Avant qu'il dise qu'il est capable de retourner, il y a des échos kierkegaardiens dans ce qu'il dit, à savoir que Kierkegaard est un auteur qui a, si je puis dire, mis sur son établi devant lui en permanence la dualité. L'homme est une synthèse d'éternel et de temporel. Mais précisément, l'éternel et le temporel donnent deux directions. Et la question est que, par la suite, il appartient à deux règnes. Il est donc divisé. Et l'objectif, en dépit des apparences, n'est pas de rester dans la division. Et toute l'écriture de Kierkegaard est une tension et un raccord entre cette dimension du deux, du possible et du nécessaire, du fini et de l'infini, de l'éternel et du temporel, etc. Il y en a d'autres. Et de l'unité. C'est-à-dire qu'il faut toujours se souvenir que le point de vue qui gouverne toute l'œuvre est en fait un point de vue final. C'est que l'œuvre a une finalité. Et cette finalité, c'est de restituer, on pourrait dire une anthropologie, un concept de vie humaine qui soit un concept de vie humaine non pas heureuse, mais non pas non plus piétiste, qui soit un concept de vie humaine autant que faire se peut, unifié. Unifié, c'est-à-dire ? Alors, unifié... Quelles sont les composantes que Kierkegaard essaye d'unifier au sein d'une même anthropologie ? Alors, autant que faire se peut, parce que le penseur
à une solution parfaite pour l'unité, c'est de se réfugier, si je puis dire, dans le concept de cette unité. C'est-à-dire qu'il suffit aux penseurs de dire Dieu, d'affirmer l'un, pour que cette affirmation puisse être étayée de preuves, d'un discours, de considérations. Mais on a là une unité qui n'est pas une unité véritable, puisqu'elle ne retient pas l'existence. Et de l'autre côté, l'existence, elle est permanente exposition à la division, à la différence. Et par conséquent, d'un côté, on a des penseurs qui pensent l'un, mais qui ne font que le penser. Et de l'autre, on a des humains qui vivent dans la différence et qui n'ont pas la, relation facile avec l'unité. Unité, certes, mais cette unité est composée de plusieurs ingrédients, disons, qui ont été énoncés, entre autres, dans le texte qu'on a entendu juste avant. L'un d'entre eux est la passion. Kierkegaard écrit bien « exister subjectivement avec passion », et d'ailleurs l'extrait de Ridicule le montre très bien, c'est avec passion que l'individu démontre l'existence de Dieu. Quelle est cette passion? En quoi la passion est-elle une manière pour l'homme d'être, sur la bonne voie lorsqu'il cherche la vérité? Il n'est pas sûr d'être sur la bonne voie, mais il n'y a pas d'autres voies possibles. C'est-à-dire que la passion, c'est le signe de l'intériorité. Et donc, la forme possible, l'intériorité étant une forme de la vérité, la seule forme possible d'un accès à la vérité, c'est l'accès passionné. Pourquoi? Parce que la passion n'est pas un emportement ou une complaisance avec les sens ou une expérience originale qui serait condamnée par la raison. C'est pas du tout ça. La passion, c'est simplement la relation d'un existant avec lui-même en réalité. C'est-à-dire, c'est inséparable de la notion d'intérêt. Et si on admet que l'individu ou l'homme existant ne peut pas exister tout à fait sans un intérêt pour sa propre félicité, comme dit Kierkegaard, on s'aperçoit que s'il s'intéresse à sa propre félicité éternelle, alors il devient sollicité par un intérêt infini. Et cet intérêt infini ne va pas donner, évidemment, c'est pas une solution, on va pas tout d'un coup avoir des hommes qui manifestent un intérêt infini et qui se découvrent capables d'une puissance infinie, pas du tout. C'est une énigme ou c'est une exigence, c'est un but, c'est le terme d'un devoir à réaliser et qu'on ne réalisera pas sans un renoncement à l'objectivité, c'est-à-dire sans un accord avec la passion. Mais c'est ça qui est difficile à penser, c'est d'un côté le fait de placer la vérité du côté de la subjectivité, et donc de la singularité, et de l'autre de maintenir le terme objectif de la vérité. Comment être sûr que chaque individu est face ou est en possession de la même vérité? Mais parce que la subjectivité, ça n'est pas le subjectivisme. Voilà le point central. Vous disiez, je crois, dans une émission antérieure, vous demandiez qu'en est-il de la stratégie, enfin, n'insistons pas sur ce point qui est connu et qui ne nous importe pas tellement aujourd'hui, mais tout de même on peut rappeler la question de la pseudonymie. Et vous demandiez, est-ce qu'il n'est pas tout le temps en train de se cacher? D'une certaine manière, non. Kierkegaard se montre en se cachant, si l'on veut dire les choses ainsi, mais en fait, l'objectif même de son œuvre, c'est de réaliser une totalisation des expériences possibles. Et donc, votre question, c'était de savoir si la subjectivité n'était pas un repli. Ou plutôt de savoir si la notion de vérité avait encore un sens dès lors qu'on s'y intéresse uniquement d'un point de vue subjectif. Oui, mais ce qui est subjectif n'est pas particulier. Ce qui est subjectif, c'est si on admet, on peut ne pas l'admettre, qu'il y a en l'homme l'intériorité et le monde. Alors, cette simple division implique de ne pas s'en tenir seulement aux considérations sur le monde. Kierkegaard, dans sa jeunesse, s'est intéressé aux sciences exactes. Mais il a considéré que ces sciences exactes étaient le domaine de certains spécialistes et qu'on devait non pas les leur abandonner, mais les leur confier, qu'elles avaient une très grande importance. Et je répète que la science a pour lui une très grande importance, tout comme la spéculation. Mais quand on a fait le tour des sciences et développé la spéculation, on a fait de très bonnes choses. Il ne s'agit pas de le refuser, mais on n'a pas accompli la totalité de la tâche humaine. Et cette tâche humaine s'avère alors gigantesque pourvu qu'on soit,
capable de discriminer ce qui est proprement important, et c'est précisément ça la subjectivité. La subjectivité, c'est la tâche de tout homme de se rapporter en fait à son, on dirait comment, sa puissance de dire le vrai, d'agir vraiment, d'être responsable, de rendre compte de lui-même et d'échapper aux illusions, d'échapper aux idoles. Envisageons Socrate. De nos jours, chacun bricole quelques preuves de l'immortalité de l'âme. L'un en a plus, l'autre moins. Mais Socrate, il laisse objectivement problématique la question de savoir s'il y a une immortalité. Alors, était-il un douteur, en comparaison des penseurs modernes aux 3 preuves? Aucunement. Dans ce « si », il y avait une immortalité, il place sa vie entière, il risque la mort, et il a mis sa vie entière en accord avec la passion de l'infini. Y a-t-il meilleure preuve de l'immortalité de l'âme? Ainsi peut-être une jeune fille, sur un faible espoir d'être aimée par celui qu'elle aime, aura-t-elle aussi possédé toute la douceur de l'amour, parce qu'elle se sera mise elle-même tout entière dans ce faible espoir. Par contre, plus d'une madame qui a maintes fois éprouvé la plus forte expression de l'amour en aura bien eu des preuves, et pourtant, chose curieuse, ne l'aura pas possédée. L'incertitude socratique était ainsi l'expression maintenue avec toute la passion de l'intériorité, du fait que la vérité éternelle se rapporte à un être existant, et en conséquence, doit rester pour lui un paradoxe aussi longtemps qu'il existe. Admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le dernier temps aujourd'hui de notre série d'émissions consacrée à Kierkegaard, de la miette de l'incertitude de Socrate au Perhaps des Pussycat Dolls. C'est donc de vérité mais aussi d'incertitude que nous parlons aujourd'hui en compagnie du philosophe Jacques Message. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. But please don't tell me. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps. Perhaps. La force du peut-être, perhaps, ou la miette de l'incertitude, c'est un texte très très beau que j'ai lu juste avant, tiré du post-scriptum aux miettes philosophiques. Socrate qui mise tout sur ce si, et si jamais l'âme était immortelle, et c'est avec ce si, ce pari sur une possibilité qu'il conduit son existence. C'est ce que Kierkegaard nomme de manière très, très belle et assez émouvante, même la miette de l'incertitude, comme cette jeune femme qui vit plus un amour en pariant sur le fait qu'elle est aimée, que l'autre qui sait qu'elle est aimée et pourtant passe à côté de son amour. Fondamental parce que on retrouve le mot miette, mais c'est une possibilité qui est dans la pensée de Socrate et qui est la clé de sa position justement de l'incertitude objective. Cette façon de ne pas tomber dans le caractère
absolue d'une prétention à dire d'emblée le vrai, mais au contraire à montrer que le vrai absolu, ne s'obtient que par une soustraction, qu'il ne faut pas accorder trop de crédit immédiat. C'est la catégorie d'immédiat est très importante pour Kierkegaard, et elle l'est spécialement chez Socrate, mais qu'il faut accéder à une mise en question de l'immédiat. Ce qui se dit n'est pas toujours ce qui est vrai. Le vrai est beaucoup plus ce qui rend possible un discours vrai. Mais ce qu'il y a quand même de fascinant ici, c'est que l'incertitude est, sinon une preuve, du moins une condition de la vérité. Ce qui conduit du coup à une redéfinition totale de ce qu'on entend par vérité. Ce n'est pas la nécessité, ce n'est pas forcément démonstratif, c'est ça à partie liée avec l'incertitude. Oui, l'incertitude, c'est la question. Kierkegaard est l'auteur sans doute le plus prompt à poser des questions, là où souvent on se défie des questions parce que c'est d'abord très long de poser des questions, et puis c'est confus ou c'est obscur. Et il essaie de montrer qu'une radicalité de la réflexion consiste à accepter des problèmes précisément dans leur caractère radical. La vérité du langage, celle que nous attribuons au discours dogmatique, est une façon erronée de se rapporter à la vérité parce que précisément elle est objective, c'est-à-dire que dans le discours académique ne se trouve pas le sens de la parole. La parole, elle est simplement donnée pour instruire, pour remplir une tâche de description, mais elle ne sollicite pas du tout l'esprit. Vous parliez de l'humour de Kierkegaard juste avant. Socrate, pour Kierkegaard, est la figure de l'ironie. D'ailleurs, il a consacré sa thèse à l'ironie de Socrate. Comment distinguer l'humour de l'ironie, puisque c'est un thème, ce sont deux thèmes d'ailleurs, très importants dans la pensée de Kierkegaard qu'on n'a pas encore évoqué cette semaine. Ce sont ce qu'il appelle des déterminations intermédiaires. On peut le comprendre de manière assez concrète. L'ironie, traditionnellement, c'est la mise à distance, le fait de ne pas prendre pour argent comptant ce que le discours affirme. Et donc, en réalité, c'est une recherche d'une vérité plus profonde dans le discours. La mise en question de l'ironie, c'est précisément ce qui est décapant, si je puis dire, ce qui est aussi corrosif et éventuellement très profondément négatif, parce que l'ironie peut être utilisée d'une manière immodérée au point de rendre l'interlocuteur dont on se permet, vis-à-vis duquel on se permet d'utiliser l'ironie, KO sans frais. Alors que l'humour, pour aller à l'autre détermination intermédiaire, l'humour est une chose qui est aussi une attitude qui est aussi une mise à distance, mais qui n'est pas négative. Pourquoi ? Parce que l'ironie, qui est utile, car elle vise à décaper, à ôter les certitudes illusoires, les idoles, comme je suggérais tout à l'heure, est ici remplacée par quelque chose qui est instruit. C'est-à-dire que l'homme qui est capable d'humour, alors ça n'est pas l'humour au sens très particulier, il faudrait faire une étude assez exhaustive du terme, mais ce que Kierkegaard appelle humour, c'est la position de celui qui, pour ainsi dire, sourit d'avoir déjà compris. C'est-à-dire qu'en fait, il a une distance qui est non pas négative et destructrice, mais encourageante, et qui consiste à dire tout ça est relatif. Et l'humour, de ce point de vue-là, c'est l'acheminement vers un absolu, c'est-à-dire que l'humour est lui-même, c'est étrange, parce que dit comme cela, ça paraît un petit peu hors de l'époque où nous vivons, c'est aussi de nature religieuse. L'humour est ce qui permet la transition vers le religieux à proprement parler. Mais le religieux à proprement parler, ce n'est pas l'entrée dans une religion, le christianisme par exemple. Le religieux, c'est précisément la tâche la plus haute que la pensée puisse se donner. C'est-à-dire la mise en question de l'existence du point de vue même de ce que Kierkegaard appelle, ce terme un peu énigmatique, mais qui n'est pas abstrait en fait, la félicité éternelle, c'est ça le religieux. Au fond, ce que tout à l'heure j'essayais de dire en suggérant que l'œuvre avait une finalité, c'était cela.
Dans un texte de, je crois, 1843, donc assez antérieur non seulement au post-scriptum, mais également aux miettes, Kierkegaard distingue les sciences. Et il dit, je parlais des sciences tout à l'heure, il dit qu'il faut s'intéresser aux sciences existentielles, éthiques et religieuses. Je dis cela parce que rappeler ceci, c'est peut-être mettre en perspective l'ensemble du système de Kierkegaard, à savoir que Hegel avait écrit, dans les années 1820, une encyclopédie. Et Kierkegaard, d'une certaine manière, est un philosophe qui est pas hegelien, mais qui est instruit de cette dimension de synthèse et de synthèse totalisatrice de Hegel. Et lui se propose d'une certaine manière une tâche comparable, à savoir de rendre compte de la totalité de l'existence. Sa philosophie n'est pas philosophie de la religion, c'est pas un philosophe de la religion, ce n'est pas un philosophe de la morale, bien qu'il y ait une éthique kierkegaardienne et une réflexion sur l'éthique, ce n'est pas un philosophe de l'esthétique, c'est un philosophe de l'existence, précisément parce que une encyclopédie simplement privée des sciences naturelles, mais une encyclopédie des sciences existentielles, éthiques et religieuses lui paraît la fonction même d'une œuvre comme la sienne. Mais est-ce que présenter Kierkegaard ainsi ne revient pas à adopter un point de vue hegelien, comme si le point de vue philosophique dépassait le point de vue religieux, qui celui-ci dépasse le point de vue éthique et celui-ci dépasse le point de vue esthétique. On a vu hier que dans les écrits certains écrits de Kierkegaard, le chevalier de la foi, c'est-à-dire celui qui fait le pari de l'existence de Dieu pour pouvoir exister de manière religieuse, c'est-à-dire selon une certaine forme de vérité qui est chrétienne, dépasse, est plus proche de la vérité que celui qui vit de manière éthique au sein de son état, dans un ménage, de manière mariée, et qui lui-même dépasse celui qui vit de manière esthétique, c'est-à-dire en séduisant les individus qui passent dans une espèce de multiplicité de possibles qui ne parvient pas à synthétiser en un seul tout, en un seul moi. Dans les miettes philosophiques, Kierkegaard pose la question de la différence entre la vérité selon les Grecs et la vérité chrétienne. Il les confronte. Hier, nous disions avec Fleming Fleinert-Jensen qu'il n'y avait pas de stade supérieur au stade religieux. Or, vous semblez dire au contraire que c'est un philosophe de l'existence, et c'est que c'est d'après ce point de vue-là qu'il pense la religion et l'éthique et l'esthétique. Alors qu'en est-il? Est-il plutôt du côté de la philosophie ou du côté de la vérité chrétienne? Je crois qu'il ne faut pas le diviser ni se permettre la moindre, querelle à ce sujet. D'une certaine manière, alors pour des raisons qui sont profondément historiques, certainement liées à la situation de la philosophie en début du 19e siècle, il est un philosophe qui a interrogé la vérité du christianisme. Mais cette vérité du christianisme, qu'il examine de manière, je trouve, relativement indépendante de l'examen hegelien, elle est examinée sous la forme d'un christianisme compris comme un paradoxe. C'est-à-dire qu'en réalité, pour le dire de manière synthétique et un peu trop peut-être rapide, la difficulté, c'est que le christianisme est une religion impossible. Religion impossible dans la mesure où ce qui nous est demandé par le christianisme, si on l'entend, c'est-à-dire l'imitation du Christ, c'est-à-dire l'imitation de la passion, c'est-à-dire finalement une forme de renonciation dont vous parliez également hier, est certainement contradictoire avec les exigences humaines les plus ordinaires. Et c'est pourquoi il va de soi, enfin bien entendu la discussion est assez intéressante pour pouvoir être développée et même très longuement, on pourrait faire l'objet de longues séries d'émissions des nouveaux chemins de la connaissance, mais la succession des stades n'est évidemment pas un dépassement. Et il y a certainement une succession, des allers-retours. Bon, on peut le dire d'une figure très simple finalement qui montre que c'est une indication, hein, c'est pas du tout une difficulté, que les stades ne sont pas successifs. Si on examine le stade esthétique dont vous parliez lundi et le stade religieux, et qu'on se rapporte à la seconde partie du post-scriptum, on s'aperçoit que le stade esthétique et le stade religieux ont quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, c'est que la solution, si je puis dire, leur intérêt, sont extérieurs. Je m'explique. Dans le stade éthique, ce qui est en jeu, c'est l'autonomie du sujet, sa capacité à faire son devoir, et par exemple à se déterminer lui-même. Dans le cadre esthétique, il va trouver sa satisfaction à l'extérieur de lui, c'est Don Juan et Zerlina. Il va trouver dans le stade religieux la vérité dans la passion du Christ. Mais les deux ont leur réponse, si je puis dire, à l'extérieur. Donc la véritable pensée de Kierkegaard, pourrait-on dire, un instant, même si cet instant va être aboli, ce serait l'éthique, puisque
au moins dans l'éthique, il y a l'autonomie, le rapport à soi. Et le risque est très grand de confondre la relation avec le christianisme avec une relation esthétique. C'est ce que dénonce Kierkegaard. Il montre que la plupart des engagements religieux sont des engagements qui sont des engagements non religieux. Et par conséquent, si on examine de près les choses, mais là ça renvoie maintenant à une espèce de vibration interne à l'œuvre, au fait qu'elle se meut entre 1846 et 1855 dans une espèce de, comment dirais-je, de passage à l'acmé. Enfin, il y a une espèce de montée en puissance de la radicalité des enjeux. Elle se mue en une lutte contre le christianisme établi. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, dès le concept d'angoisse, mais peut-être dès l'alternative même, et en tout cas c'est très net dans le post-scriptum, l'idée même d'un christianisme comme religion d'appartenance est une idée contradictoire. Il n'est pas possible de se déclarer chrétien. D'ailleurs, le nom même du pseudonyme, Climacus, c'est pas... Je crois la moindre des raisons pour laquelle ce pseudonyme a été retenu, c'est celle c'est Jean Climac au VIe siècle qui se disait capable de parler du christianisme, mais non pas d'être chrétien lui-même. Le paradoxe est celui d'être un être humain fini et existant qui se rapporte, qui se met face à une vérité éternelle qui le dépasse. Alors il y a deux manières de se rapporter à la vérité éternelle, justement. Il y en a au moins deux. Enfin, il y a peut-être ces deux peuvent se diviser, c'est même certain qu'elles se divisent, mais on peut en voir au moins une dans on va dire le socratisme. Le socratisme, dans le Phédon par exemple, et dans d'autres textes, on voit très bien comment. Enfin, on voit très bien, non, on voit pas très bien. On peut voir si on veut bien y aller voir, si on veut bien prendre le temps. Tout ça suppose beaucoup de patience. Comment un individu peut réaliser sa vie avec une relation à l'idée. Et puis, ça c'est une manière finalement de se rapporter à l'éternel, l'immortalité, qui est une idée grecque. Voilà. Et puis une autre manière, c'est de se rapporter à ce fait positif, qui est encore une fois proprement paradoxal, c'est la moindre des façons de parler, enfin qui est très surprenant pour le dire de manière très, très simple, et qui est qu'il y a un homme qui s'appelle Christ et qui vient vous dire qu'il est la vérité, et que Pilate interroge, et sur lequel nous avons à nous prononcer. Et c'est cette seconde dimension de l'être dans le vrai, et le rapport à l'éternité qui est en nous, qui apparaît, je crois, à Kierkegaard, extrêmement problématique. D'où l'humour, c'est-à-dire que peut-être... D'abord, l'humour, prenons 2 secondes pour signaler que ça n'est pas seulement une attitude théorique ou philosophique, c'est aussi une pratique, et une pratique réelle. Il arrive, je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas, de rire quand on lit, enfin de sourire tout au moins, et de s'amuser. Enfin, c'est un auteur qui est comme un de ses lecteurs, Kafka, très, très sensible à la drôlerie. Bon, mais l'humour, précisément, c'est, comment dirais-je, peut-être une forme de retenue, une façon de dire eh bien je ne sais pas. C'est ça l'incertitude objective, c'est ça la mienne, l'incertitude objective. La fortune sans chaud se hâte de combler nos espérances. Regarde. 30 géants se dressent devant nous. Je leur livrerai bataille. Nous nous enrichirons de leurs dépouilles. C'est œuvre pie que de purger la face de la terre d'une si détestable engeance. Mais quel géant, monsieur? Ne les vois-tu pas? Avec leur haute stature et leurs grands bras? Je ne vois pas de géants, monsieur, je vois des moulins. Et vous prenez pour des bras leurs ailes de bois et de toile. Tu n'as pas l'expérience des aventures, Sancho. Ce sont des géants. N'en doute point. Si tu as peur, écarte-toi, mets-toi en oraison dans quelques coins, pendant que je les combattrai. De la prudence, monsieur, de la prudence. Ce sont des moulins. Ils vont vous mettre en pièces. Attention! Oh Jésus, Marie, Joseph, de la prudence! Lâche géant, vile et monstrueuse créature, allez-vous fuir devant un chevalier seul qui vous attaque? Eussiez-vous plus de bras que votre frère Briaré, vous n'échapperiez pas à la défaite et à la confusion. Ô Dulcinée du Toboso, suzeraine de mes pensées, inspirez-moi et soutenez-moi dans ce grand péril que j'affronte. Don Quichotte est le modèle de la folie subjective, où la passion intérieure s'accroche à une idée fixe, unique et finie. Quand la folie est l'égarement de l'intériorité, le tragique et le comique de l'affaire gît en ce quelque chose qui intéresse infiniment le malheureux, et que cette chose est une particularité fixe dont aucun homme ne se soucie. Mais quand au contraire la folie est l'absence d'intériorité, le comique consiste en ceci que le quelque chose que c'est le bienheureux est le vrai auquel s'intéresse toute l'humanité,
mais pas le très honoré récitant. Cette espèce de folie est plus inhumaine que l'autre. C'est donc toujours dans le post-scriptum au Miette philosophique que Kierkegaard écrit ce texte, Jacques Message, Folie de Don Quichotte, qui est une certaine forme de folie qui met en œuvre, et je rebondis là sur ce que vous disiez sur l'importance du paradoxe dans l'éthique, mais aussi dans la religion chrétienne, le paradoxe entre l'intériorité et l'extériorité. Oui. Mais là, avec le texte difficile pour vos auditeurs, parce qu'il y a des contextes d'opposition, de division permanente des catégories chez Kierkegaard, et dans ce texte en particulier. Alors, c'est Don Quichotte. Don Quichotte, comme beaucoup d'autres, rappelons que Kierkegaard, mais ça n'est pas étonnant, est un lecteur de Shakespeare, mais Don Quichotte, c'est donc le fou, l'exemple classique, n'est-ce pas, de la bataille avec son Chaupensa, qui est peut-être plus raisonnable derrière lui, contre des moulins qu'il prend pour des soldats. Alors, folie, oui. Et dans le texte, en fait, l'introduction du personnage de Don Quichotte vient d'une objection que Kierkegaard se fait à lui-même, disant « Mais si tu défends la vérité comme intériorité, tu prends le risque de l'arbitraire. » Et donc de la folie, c'est-à-dire que n'importe qui pourra proclamer, un peu comme Pascal qui parle de 263, je crois, espèce de souverain bien, n'importe qui pourra proclamer le juste. Et Don Quichotte ainsi est aussi valable que n'importe quel éthicien, n'importe quel homme moral un peu valable. Et alors la discussion ne porte pas tellement sur le problème de la folie, mais sur une comparaison entre l'argument qui consiste à dire la subjectivité et la vérité est une thèse subjectiviste, puisqu'elle permet que des fous se disent dans le vrai, et d'une autre thèse qui est considérée, ce que disent les professeurs qui parlent objectivement intéresse la vérité, mais ne les concerne pas. Et la comparaison est lequel des deux est le plus fou. Et évidemment là, il y a une générosité, c'est que ce qui est retenu de Don Quichotte, et qui fait d'ailleurs aussi écho à une manière d'écrire de Kierkegaard, si j'ose dire, c'est la générosité, le souffle. Le souffle, c'est-à-dire la magnifique intériorité, certes, qui ne se cristallise pas, qui ne retombe pas dans du réel, qui tombe, si je puis dire, sur le vent, qui reste suspendu, mais qui a, si on veut, du sens, qui a de la vérité. Et évidemment, à côté de cela, l'homme rassis, qui a pris son bus pour aller enseigner que le souverain bien, c'était la démonstration de l'existence de Dieu, et qui a fait cours de 2 heures à 4 heures en salle 217, afin que les élèves puissent passer leur examen la semaine prochaine, a péché, lui, contre l'esprit. Merci beaucoup Jacques Message. J'en profite pour envoyer les auditeurs aux œuvres complètes de Kierkegaard qui sont disponibles en 20 volumes aux éditions de Laurent. Kierkegaard a vécu 42 ans, il en faut quasiment autant pour le lire, mais vous pouvez vous y plonger, c'est un trésor. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Et puis également, j'en profite pour annoncer un colloque qui sera organisé à Cerisy du 8 au 15 juillet prochain. Søren Kierkegaard, l'œuvre de l'accomplissement, colloque dirigé par Flemming Fleinert-Jensen et Jacques Message. Et enfin, pour prolonger cette émission et continuer la réflexion autour du post-scriptum au Miette philosophique, lisez l'ouvrage que Vincent Delecroix, mon invité lundi dernier, lui a consacré, disponible aux éditions Ellipse. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h50, c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. La légalisation du mariage pour les couples de même sexe favorise la normalisation des homosexuels. Mais la revendication du « normal » ne gomme-t-elle pas la puissance subversive de pratiques antisociales ? Le livre d'un grand théoricien de la pensée queer, Lee Edelman, pose cette question dans L'impossible homosexuel, 8 essais de théorie queer, préfacés par David Alperine et traduits par Guy Le Goffet aux éditions Epel. Lee Edelman, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Tufts University, à Boston. Dans ce livre assez étonnant, parce qu'il prend la pensée, je dirais, bien pensante à rebrousse-poil, vous remarquez que l'homosexuel devient un personnage respectueux et respectable, un citoyen normal, et vous semblez le regretter. Oui. Pourquoi ? Parce que l'homosexuel, en tant que queer, est toujours la figure de ce qui est d'ordre des normes, d'ordre de la loi. Oui. Queer, c'est-à-dire bizarre. Peut-être bizarre, mais plutôt ce qui ne convient pas à le normativité, le devoir être une bonne citoyenne, l'accommodation au monde comme on se trouve. C'est quelque chose qui fait bouger le monde et qui défait ce qu'il y a. Et donc, c'est le moteur, si on peut le dire, de le changement social et le changement politique. Alors, en quoi ce comportement peut-il être le moteur ? Alors, c'est parce qu'il représente quoi ? Qu'est-ce qu'il incarne ? Quelle est la figure en quelque sorte antisociale ou de paria même qu'il représente ? Oui, il représente, peut le dire tout simplement, le non à l'ordre social. La négativité qui on se trouve au cœur de la loi elle-même et au cœur de la sociale. Négativité face à quoi alors ? Le non à quoi ? Le non à la productivité ? Le non à la productivité, à la reproductivité, le non à la devoir d'être un citoyen qui comporte avec le façon de vivre qui est inscrit comme le seule façon de vivre. Et quelqu'un qui incarne donc la jouissance qui toujours échappe les limitations de bonne citoyenneté. Vous dites qu'il faut penser l'homosexualité comme une pratique stratégique de désinscription. Qu'est-ce que vous voulez dire ? D'abord, il faut dire que l'homosexuel n'est pas une identité essentielle. Ce n'est pas une identité qui décrit une personne qui fait tel ou tel acte, mais une figure pour l'impossibilité qu'on se trouve dans la sexualité elle-même. Donc, l'impossibilité de l'homosexuel, c'est vraiment l'impossibilité de la sexualité, l'impossibilité de la rapport sexuel, l'impossibilité on trouve en l'hétérosexualité elle-même aussi. Donc, la queerité n'est pas la province d'une homosexualité, mais c'est le nom vraiment de le décollage entre nos désirs et nos jouissances. Oui. En fait, il y a une sorte d'ambivalence entre, d'un côté, une identification normalisante d'un comportement, cette identification partagée par les homophobes comme par les homophiles, et donc avec la revendication de droits civiques, et on peut s'étonner en vous écoutant, parce que justement, c'est la revendication du droit au mariage, du droit à l'adoption, et de l'autre côté, donc ambivalence avec cela, et de l'autre côté, une histoire subversive qui perturbe justement les identités de genre, et c'est ce qui correspond exactement à ce que vous venez de dire. Donc, comment vous liez ça ? Il s'agit de montrer une tension ou bien de choisir que l'homosexuel soit du côté de cette pratique subversive à l'égard de la société.
il faut dire qu'il y a bien des homosexuels qui ne désirent que d'être les bons citoyens, qui demandent la protection des lois et le légitimation, oui. Légitimation. C'est une vraie ironie, c'est que dans les manifs pour et contre le mariage pour tous, on peut dire que c'est vraiment les militants anti-mariage pour tous qui ont un peu plus queer que les militants pro-mariage pour tous. Oui. Parce qu'ils ont vraiment fait accès à leur jouissance, pendant que les militants pro-mariage pour tous ne désirent que affirmer la loi. Bon, quand même, on peut se demander, même si votre texte et vos textes semblent attaquer aussi une certaine gauche bien pensante, mais on peut se demander si, justement, vous ne faites pas le jeu des homophobes en leur trouvant quand même, justement, une sorte de queerité. Je crois que les homophobes ne soient pas très heureuses d'être décrits comme queer. Certes. Mais il faut avouer que nous tous sommes queer. Et si on veut dépasser une sorte de binarisme entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, il faut penser la négativité qui on se trouve dans chaque côté. Dans ce livre qui recueille donc vos essais très, très originaux, il y a aussi bien des études, je dirais, très théoriques sur Lacan, sur Derrida, donc sur la psychanalyse, avec justement cette définition aussi de la perversion, et vous travaillez sur Freud, sur Lacan, et puis il y a aussi des textes sur, je dirais, la culture récente, et notamment vous avez un essai qui est tout à fait étonnant, qui s'appelle « Épistémologie des WC ». Bon, c'est une sorte aussi d'allusion à F. Kosowski-Segwick, cette épistémologie de closet, vous c'est water closet. Alors, est-ce que vous pourriez dire en quoi on peut réfléchir théoriquement à ce que sont les toilettes publiques et aussi le fantasme qui est sexuel qu'il y a autour des pissotières et les questions de genre qui se posent ainsi? Oui. Ce qui est intéressant en ce qui concerne les toilettes publiques est que c'est vraiment un théâtre où il faut manifester ou bien jouer son genre. C'est ça, parce qu'il y a une ségrégation, vous dites une ségrégation urinaire. Oui. Voilà. Une ségrégation urinaire entre femmes et hommes, mais dans l'espace de le WC homme lui-même, il y a une ségrégation entre l'espace urinaire et l'espace fécal. Le impératif, c'est de montrer le phallus et de cacher l'anus, et donc d'affirmer la possibilité d'imaginer que le corps de l'homme est toujours sous l'insigne du phallus et n'est pas perméable, n'est pas ouverte, n'a pas de trou. Lee Edelman, merci pour ces essais qui sont tout à fait étonnants et je dirais qui nous apprennent peut-être que le normal n'est pas forcément la panacée pour tout le monde. Merci beaucoup. Le texte donc est paru aux éditions Epel. Vous pouvez retrouver et télécharger le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr. Merci François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve non pas demain d'ailleurs, mais lundi, car demain, comme tous les vendredis, ce sera Philippe Petit au micro des Nouveaux Chemins. Philippe Petit qui vous parlera de la figure du père en psychanalyse en compagnie de Daniel Brun et Fethi Benslama. Quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine consacrée aux écoles de Chicago, l'école de sociologie, l'école d'économie, mais aussi Léo Strauss et Alan Bloom. La semaine prochaine, les Nouveaux Chemins voyagent de l'autre côté de l'océan. Et enfin, si de vendredi à lundi, vous ne pouvez vraiment pas vous passer de philosophie, rendez-vous dimanche à 16h pour le Gai Savoir de Raphaël Enthoven avec Paola Rehmann. Raphaël et Paola vous parleront ce dimanche des mythologies de Roland Barthes. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales et cinématographiques concernant les émissions de cette semaine. Et surtout, vous pourrez les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur la page Facebook de l'émission où toute l'équipe des Nouveaux Chemins met en ligne quotidiennement l'émission du jour.
Et enfin, un grand merci à Sébastien Pouderoux dont la voix nous a accompagnés toute cette semaine.